Bonsoir et j'aimerais donner la bienvenue avec votre participation. Très heureux de votre participation ce soir. Alors, il est 19h33 minutes. Donc, en considération à ceux qui sont ponctuels, je suggère que l'on commence notre manifestation d'aujourd'hui. Donc, la bienvenue à tous. Bonne soirée. Bonsoir à tous. C'est un plaisir que de vous recevoir ici dans cette manifestation 16 avril 2026 pour fêter le Jour mondial de la voix. C'est une manifestation très importante pour notre communauté et ce n'est pas par hasard que nous avons des invités également très spéciaux. Alors, avant de commencer, effectivement, il me semble que c'est important de vous rappeler que ce sera enregistré. Alors, ceux qui ne sont pas commodes, vous pouvez fermer vos caméras. C'est un événement qui sera accompagné d'interprétations simultanées pour en 3 idiomes. Nous avons des collègues volontaires en français, espagnol et anglais qui vont faire un travail magnifique et nous remercions déjà de façon anticipée au travail qu'ils vont faire. Et aujourd'hui aussi, nous avons le plaisir et l'honneur de pouvoir compter sur Peter Laszlo de AIC Central, un invité très spécial pour nous ce soir pour plusieurs raisons et la plus importante, c'est le fait qu'il est très loin de chez lui, en dehors de son fuseau horaire. Il est 1h30 du matin pour lui. Nous remercions, nous sommes très reconnaissants de cette participation, de pouvoir parler lors de cette manifestation. Il va nous dire quelques mots d'introduction concernant le travail qu'il fait de AIC. Et je vais seulement faire donner quelques informations sur Peter, parce que son cursus, son CV est énorme. Il faudrait plusieurs minutes pour dire et pour vous transmettre cette information. L'important, c'est qu'il est membre de ce qu'on appelle nos régions entre guillemets, laïques, c'est-à-dire les pays du sud-est de l'Europe qui n'ont pas encore une région vraiment établie pour laïque. Mais il fait partie du groupe qui s'appelle HELP, qui fait partie du Science Hub de AIC. Et depuis 2024, il intègre et à la fin de 2025, il a été élu coordinateur de ce groupe et en janvier 2026, il a succédé la coordinatrice Irina Paramonova pour cette fonction, c'est-à-dire de coordination de ce groupe. Donc, c'est un plaisir immense de l'avoir ici. Science Hub, nous avons également Natalia Tadei. Natalia, tu peux bien nous donner un petit coucou. Nous sommes très heureux. C'est une invitation très spéciale que tu sois ici avec nous ce soir parce qu'on sait la valeur que l'AIC accorde à tout ceci et le travail de recherche aussi qui a été développé dans ce domaine. Alors, quelques mots à propos de Peter et ensuite, je lui passe la parole. Peter est médecin aussi et sa formation en médecine, son diplôme en médecine a été accordé en 2004 avec le titre de spécialiste du Collège roumain de chirurgien en 2006 et il travaille depuis plus de 20 ans comme interprète freelance auprès de plusieurs institutions de l'Union européenne. Il travaille également dans les cabines de roumain, allemand, et il fait partie de l'AIC depuis 2010 et il est devenu membre de la Fédération allemande d'interprètes et traducteurs en 2012. Peter est roumain d'origine et il est né dans une famille de musiciens. Et chez lui, parfois, pendant les repas, on parlait plus de 4 langues. Donc, sa langue maternelle, roumain, allemand, et aujourd'hui, il va nous parler en anglais. Donc, Peter, encore une fois, merci beaucoup de votre présence ici et je vous passe la parole. Merci, très chers amis, de nous avoir ici et de cette introduction aussi gentille et si longue. Je ne travaille pas comme médecin depuis plusieurs années. Donc,
je me considère vraiment un interprète à temps complet. Mais j'ai toujours un très grand intérêt en ce qui concerne la médecine et la santé. Et c'est pour ça que, tout d'abord, je fais partie du Science Hub, bien sûr, et du Health Main Street. Alors, un grand merci de cette invitation pour participer à cette manifestation. Je suis sûre que c'est une très bonne idée que de savoir comment la voix fonctionne, parce que c'est votre outil occupationnel. Et il est très important de soigner cet outil de travail qui est irremplaçable. Et je veux seulement partager quelques impressions sur l'importance du thème d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il est très important pour nous, les interprètes, que de le savoir. Alors, l'outil, la voix est l'instrument le plus ancien. Bien avant les premières peintures rupestres, les personnes se communiquaient avec la voix, avec les inflexions locales, et pour exprimer les personnalités, les émotions, et avec des nuances énormes et très variées et très précises. Et on peut même affirmer que la production locale et la vocale et ce qui nous est transmis par le larynx transfère, fait la transférence de connaissances mutuelles jusqu'à nos jours. Et je le dis parce que pour plusieurs interprètes, la formation et les soins vocaux sont si importants que l'audition, parce que la manière dont nous sonnons pour les clients, c'est très important. La voix, le message des parlants et l'interprétation. Et malheureusement, les soins locaux étaient limités aux écoles dramatiques et aux conservatoires de musique. Et c'est pour ça que ces initiatives comme celle-ci nous aident à partager l'importance de la voix et des soins vocaux. Alors, nous avons tellement amélioré les conditions techniques pour la transmission et l'enregistrement de la voix. Par conséquent, il ne faut pas négliger la production de nos cordes vocales et tout le processus qui est impliqué. Des expressions, les muscles laryngés, oraux, faciaux, respiratoires aussi, qui doivent coordonner avec précision dans l'un des comportements moteurs les plus complexes et les plus rapides du corps humain. Je suis convaincue que les conférences plénières de Dr Gloria Madasio et du Dr Luciano Neves mettront en lumière tout ce qui est important et nous, on doit tout faire pour avoir une voix claire et confortable. Alors, au-delà du 16 avril, nous, là où je suis, c'est déjà le 17 avril d'ailleurs, où je suis, et nous vous invitons à prendre contact avec le groupe de travail de santé du Science Hub pour toute question concernant la santé des interprètes, y compris la santé vocale. Nous sommes fiers de compter parmi nous notre membre brésilienne, Natalia Tadei, présente ici ce soir, qui est elle-même orthophoniste qualifiée et formatrice d'interprètes de la PUC Rio de Janeiro, la faculté catholique. Vous pouvez entrer en contact soit par l'intermédiaire de l'AIC Brésil, euh, l'onglet Science Hub de l'AIC, et vous pouvez avoir accès et entrer en contact avec les conférenciers qui vous donneront tout l'appui et le soutien possible. Et le webinaire d'aujourd'hui sera transmis également à l'auditoire. Compris tout ce processus, tout ceci sera enregistré. Eh bien, maintenant, je vais passer la parole. Je ne vais plus occuper cette table. Et j'espère que nous aurons
un événement très productif et des questions et des réponses qui seront très utiles pour tous. Je suis très loin, mais je sens que je fais partie de cette communauté. Nous sommes très heureux et très honorés de votre présence ici ce soir et je l'ai présenté. En fait, je me suis pas présentée. Je suis Larissa Benevides, la présidente d'AIC au Brésil, pour ceux qui sont arrivés après et qui peut-être ne me connaîtront pas. C'est un plaisir que d'être là. Cécilia Bellico, Cécile a été une des idéalisatrices, disons, de cette rencontre. Cécile, tu nous fais un petit coucou pour que l'on sache qui tu es. Cécilia Matos, notre secrétaire, et Flavia Romano, qui est également notre trésorière. Et aujourd'hui, de l'AIC centrale, nous avons également l'honneur d'accueillir Fernanda Matias, qui est une des vice-présidentes laïques, Mère Gordillo, qui est là avec nous également. Mère, merci beaucoup encore une fois du soutien toujours. Et Livia Kais, qui est de PRIMS. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons ici tous aujourd'hui. Nous savons que vous êtes tous occupés, bien entendu. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole maintenant à notre co-hôte, une collègue très spéciale et très chère à nous tous, Andrea Negredo. Merci d'avoir accepté cette invitation pour être là ce soir avec nous. Et elle va présenter aussi le conférencier de ce soir. Andrea est membre de l'AIC Brésil, bien sûr, et elle est interprète professionnelle, ancien président de la PIC, et il y a quelques mandats. Et il s'agit d'une personne qui nous est très, très chère à tous. Andrea, soyez la bienvenue et je vous passe la parole. Bonsoir, bonsoir à tous les amis, amis, eux, d'AIC également. C'est un plaisir que d'être là avec vous ce soir. Un grand merci pour cette invitation. Je dis toujours que mes amis de l'interprétation ne me laissent pas oublier. Ils me font toujours rappeler mon ancienne formation. J'étais exactement d'orthophoniste. Mais lorsque j'ai entendu Peter maintenant, j'y ai pensé. De quelle façon, enfin, quel début parfait de cette rencontre. Parce que Peter aussi était quelqu'un du domaine médical et qui en est venu à être interprète. Et finalement, on entre dans un autre domaine. Nathalie aussi, qui est une excellente interprète, mon ancienne collègue orthophoniste également. Et c'est pour ça que j'ai été invitée pour être ici la médiatrice de cette rencontre que nous aurons avec nos invités. Je suis interprète de conférence également depuis environ 25 années. J'ai été orthophoniste dans une vie antérieure, mais j'en suis venue à utiliser mes contacts importants également pour travailler dans le domaine de la médecine, qui est ce que je fais primordialement comme un des principaux thèmes. Donc, il est très, très agréable d'être ici. Je ne suis pas qualifiée pour parler de la voix, mais pour faire la médiatrice, je suis certaine que ça va marcher. Et on n'a pas vraiment besoin d'être qualifié pour parler avec des spécialistes aussi importants aujourd'hui. Dr. Klaus et Dr. Luciano Neves. Je ne sais pas si nous avons une présentation avec leur bio, ou si vous préférez que je lise tout simplement, si tout le monde a lu et on va de l'avant. Je n'ai pas vraiment fait attention à cette partie de notre propos. Andrea, tu peux être à l'aise hein, pour donner les informations à propos de leur CV, de leur cursus. OK, avec plaisir. Je vais lire leur bio qui nous ont été envoyés. Docteur Glaucia euh, euh, Madasio, qui est orthophoniste, spécialiste pour le Conseil fédéral de phonoaudiologie, master des troubles de la communication par l'UNIFESP, EPM, ma faculté aussi, docteur en sciences de cette même université. Il a fait le postdoc en orthophonie à l'UFPB, vice-coordinatrice du cours de spécialisation en voix du CEV, qui est le Centre d'études de la voix. Elle est professeure de communication pour les affaires dans l'INSPER. Bienvenue, Glauce. Je vais te traiter de Glauce. Hein? Le docteur Luciano Neves, qui est médecin orthorhino ORL de la Société d'orthorhino-laryngologie, chirurgie faciale, master et docteur de l'IFES également, professeur du SPEV, du Centre d'études de la voix. Il est éditeur de laryngologie
qui est la publication Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, ancien président de l'Académie brésilienne de laryngologie et voix. Soyez bienvenus tous les deux et je suis très heureuse de vous avoir ici avec nous ce soir. Et nous avons pensé à faire ceci. Voilà. Commencer avec quelques questions. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont envoyé les questions par le slide. Nous avions pensé à une structure où beaucoup de ces questions viennent vraiment à s'emboîter, à correspondre. On va bien suivre donc cette conversation qui est très informelle et très tranquille. Et à la fin, si on a encore du temps, on peut vous passer la parole pour que l'on puisse faire d'autres questions. Alors, je pense qu'il faut commencer par le début et peut-être que vous voulez parler un petit peu sur le basique, l'anatomie, physiologie, le fonctionnement de la voix, ce panorama général que nous devons tous avoir pour pouvoir comprendre l'importance de ce mécanisme et de cette fonction qui est absolument essentielle pour notre travail. Je ne sais pas qui veut bien commencer. Bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais remercier cette invitation. C'est un grand honneur pour moi. Cécile et Annalise m'ont invité à participer et le long de la semaine, j'ai compris l'envergure de cet engagement herculien, très difficile. Et je veux remercier à tous les traducteurs du français, de l'anglais, de l'espagnol. Donc, cette note, euh, je veux passer un petit peu de ma connaissance à vous et je vous remercie à tous que vous exposez maintenant. Alors, il est pratique et c'est un mécanisme de communication et que vous utilisez pour la traduction, que ce soit de l'anglais vers le français, mais il est très important de comprendre aussi comment fonctionne cet instrument. Parce qu'en fait, ce sont des structures qui sont totalement prêtées. Moi, je prête ma bouche, mes dents, ma langue. Ce sont des structures pour mâcher, pour manger, pour parler, pour articuler les sons qui sont produits par les cordes vocales. Donc, j'utilise mon système respiratoire, j'exhale l'air, j'expire et j'inspire, il passe dans les cordes vocales et il y a une modification en raison des structures consonantales qui sont la bouche, la langue, les dents, le palais dur, le palais mou. Et c'est ainsi qu'une bonne écoute, j'ai, j'ai besoin de la participation de mon appareil auditif pour créer une communication. Et la communication doit être considérée également non seulement du point de vue anatomique et physiologique, il faut aussi considérer la langue que j'utilise. Non seulement la langue, mais pour chaque langue, il y a le régionalisme, il y a l'accent, il y a la prosodie, et comme on le voit dans la traduction, dans votre cas. Alors, je vais demander à Glacia d'afficher les diapos qu'elle a gentiment préparées, séparées, et je vais vous montrer quelques structures anatomiques que vous employez dans votre quotidien. Merci, merci Luciano. Je vous remercie, Cécilia, Larissa, Cécilia. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis passionnée de votre métier, car à chaque fois que je dois parler avec Andrea, elle comprend tout à l'avance avant que je ne parle. Alors je sais que tout va très bien se passer. Alors, je te remercie de ce partenariat, Andrea. Et Peter a parlé de la voix et de l'audition et de l'ouïe, car l'audition ou l'ouïe a toujours été privilégiée. Et non seulement dans votre métier, mais également dans les autres métiers, dans d'autres situations, on utilise l'ouïe. Et c'est incroyable, mais même dans les cours de pédagogie, les, les cours sur la voix sont très peu nombreux. Peut-être que dans le domaine du chant, c'est plus fréquent. Mais dernièrement, les choses ont changé car les gens reconnaissent que la voix est très importante
et que la communication humaine est tout à fait en vogue. Alors, on voit à partir d'autres domaines, pas des domaines concernant la santé, mais d'autres domaines qui travaillent sur la question de la voix pour établir de meilleures relations, pour obtenir de meilleurs résultats, non seulement du point de vue professionnel, mais également dans nos rapports. Et je pense que la voix donc a un rôle capital. J'essaye de partager, mais je pense que il faut me faire co-host peut-être, c'est ça? Je vais voir si j'arrive à le faire. Un petit instant, s'il vous plaît. C'est des tas de fenêtres ouvertes. Voilà. Je souhaite partager un ensemble de diapos pour rendre peut-être plus pratique mon écran est tout à fait désordonné. Eh ben, pas de souci. Votre écran, c'est tout à fait comme nos écrans. La seule différence, c'est qu'on ne partage pas nos écrans, mais ils sont tous désordonnés. Alors, la voix est produite dans le larynx. C'est un organe qui est dans notre cou. Et voici la structure, hein, du larynx avec tous les cartilages. On n'arrive pas à voir tous les détails, mais elle se trouve là, sur cette partie du cou. Vous la voyez ici dessinée sur le cou. Nous avons deux plis vocaux. Ce- les deux plis vocaux parallèles au sol et pour pouvoir entendre, je ne sais pas si vous allez entendre ce son, pour produire la voix, il faut penser à d'autres systèmes. En fait, il faut associer des systèmes. Alors, c'est l'air qui provient du poumon, qui remonte, qui passe par les plis vocaux. Voici une image des plis vocaux par un examen très moderne où on voit la muqueuse et ce qui vibre, et c'est ce qui va apporter la qualité au son. Cette vibration qui a lieu sur les plis vocaux, ça fait ça. Brrr. Est-ce que vous arrivez à entendre? Non? Voilà, j'avais oublié de partager. Oui, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette perception auditive. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Alors, voici les plis vocaux qui sont ouverts quand on respire. Lorsqu'on parle, ils vont se retrouver sur une ligne médiane et produire le son. Mais ces plis vocaux ne font pas ah, bah, va, pas du tout. C'est un son simple. Voici le son du pli vocal. On appelle ça un buccal laryngé. Ce qui donne l'identité au son, c'est la manière dont on bouge les lèvres, la bouche. Alors, nous avons les organes du système buccal, du système oral, par lesquels nous mâchons, nous ingérons, etc. Alors, la manière dont nous ouvrons la bouche, dont nous positionnons la langue, tout cela intervient. Et donc, il faut penser à ces trois systèmes. Y a-t-il l'air qui va sortir pour faire vibrer les plis vocaux? Est-ce que ces plis vocaux sont en train de vibrer de manière saine? Est-ce que le son est agréable, net, clair? Est-ce que je suis en train d'employer tous les articulateurs, la position de la bouche, la position de la langue, le pharynx? Parfois, c'est un peu serré. Alors, tout ça marche en même temps. Si j'ouvre un peu plus, un peu moins la bouche, si la position est en arrière, en avant, en fait, c'est ça qui va euh,
prolonger les lèvres également. C'est ça ce qui va produire le son. Donc, il faut travailler avec l'articulation. Lorsque Peter évoque la clarté de la voix, il y a ces deux points, le son, la qualité de la voix et la clarté de l'articulation. Les sons de la parole doivent être audibles. Si nous entendons une autre langue, par exemple, on fait une espèce de jonction de ces sons et l'autre personne qui parle une autre langue peut-être ne va pas comprendre ce mot à cause de cette articulation. Donc, cette articulation dans la parole a un impact très important sur la voix. D'une manière générale, Andrea, je pense qu'on a répondu à cette question. Comment se produit la voix? Parfait. Oui, oui, je pense que c'est très intéressant de pouvoir voir l'image et la production de la voix. Et ça a été l'introduction parfaite pour évoquer d'autres aspects plutôt qualitatifs. Nous savons que la voix est produite, qu'elle sert à la communication ou à communiquer, mais qu'y a-t-il derrière la voix en termes de qualité vocale, en termes d'intention? Est-ce que des voix différentes vont transmettre des impressions différentes? Ce serait presque une empreinte digitale, n'est-ce pas? Alors, allons parler un petit peu de ça, du qualitatif. Vous voulez commencer, Luciano? Oui, je peux commencer. Donc, la question principale est qu'il nous faut tous chercher une identité tout au long de notre vie. Certaines de nos identités sont donc créées et développées par nous à partir de nos références, à partir de nos repères. Chacun crée son identité vocale et elle est tout à fait reliée au pays où je me trouve, à la société où je me trouve, mes proches, les personnes que je fréquente. Donc, j'habite à São Paulo, je parle le portugais qui est le portugais brésilien. Et s'il est bien analysé par des orthophonistes et des spécialistes, ils vont comprendre que ce n'est pas l'accent de la ville de São Paulo, mais de la ville de Santos, car j'ai passé mon enfance à Santos. Alors, il y a des différences lorsqu'on émet les consonantes, les voyelles. Les voyelles, ce sont les sons qui sont produits par les cordes vocales. Et les consonantes, ce sont les articulations. Par exemple, je veux émettre T et je fais T au lieu de T, E et le A, c'est la voyelle. Pour le portugais brésilien, on a 5 voyelles, mais on a 8 phonèmes. A ouvert, A fermé, E ouvert, E fermé, I ouvert ou fermé, O, U, etc. Donc, nous avons pour chaque langue une variété de nombre de voyelles et de consonantes. Et comme Glancia l'a dit, à un moment donné, je vais émettre un son, par exemple P, Paulo. C'est sonore en portugais, mais le P en anglais, c'est un son sourd. Et alors, je pense que vous pouvez le produire mieux que moi-même. Alors, je pense qu'il est très intéressant lorsque l'on pense aux traducteurs et aux interprètes de plusieurs langues. Lorsqu'ils viennent me voir, je leur demande de parler dans leur langue, dans des langues différentes. Et parfois, lorsqu'ils changent de langue, le ton et le timbre est différent également. Tout à fait vrai. Je m'excuse, Andrea. Non, c'était juste un commentaire à propos des voyelles. Voilà, ce qui me rend vraiment stupéfaite en français, c'est le nombre de voyelles A, etc. Bon, écoutez, jusqu'à présent, c'est vraiment ce qui est le plus difficile dans la langue française pour moi. Je m'excuse. Bon, on entend donc les voyelles de plusieurs types de A. Et alors, on a fait une étude sur ça, et je n'ai pu entendre que 3 types de A, par exemple. C'est donc une écoute qui est
très bien entraînés et très définis, très déterminés pour faire la différence entre chaque voyelle. Alors, Luciano a bien traduit la question de l'identité de la voix et il y a un médecin phoniatre déjà décédé, il était journaliste également, compositeur, dramaturge, etc. Et c'était un grand spécialiste de la voix. La voix, disait-il, arrive avant toute autre forme de communication, très souvent. Et puis la voix, c'est la manière dont on se positionne ou on se place au sein du monde. Alors, tout ce qui a trait aux langues, au régionalisme dans les mêmes, dans les pays, tout cela est très important, mais il y a également toute la partie qui a trait à notre personnalité. En fait, les gens finissent par nous juger par notre voix. Et c'est parfois un point très important lorsqu'on veut travailler avec la communication. Parfois, on va paraître plus agressif ou plus immature selon la voix. Et alors, tout comportement, or on sait que tout comportement peut changer. Alors, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que je suis en train d'insérer dans ma voix et comment l'autre est en train de percevoir cette voix. Et mon intention est peut-être différente. Cependant, la manière dont ma voix atteint l'autre, c'est la manière dont l'autre va me percevoir. Il y a donc les enjeux régionaux, mais il y a également un enjeu qui est le plus important, la question psychologique, la question de la personnalité. En outre, notre voix est produite par des structures anatomiques. Mon anatomie est différente de l'anatomie de Luciano, par exemple, ou de celle d'Andrea, etc. Et ceci aussi va s'imprimer sur mon identité. Il y a peu de temps, la voix, par exemple, au tribunal, au moyen de la voix, on peut voir, on peut comprendre ou percevoir qui fait une menace. Parfois, on peut comprendre des choses par-delà la parole, c'est-à-dire comment la voix est modulée, comment la phrase se conclut, comment on prononce certaines consonantes. Alors, Andrea, oui, pour répondre à ta question, la voix peut être considérée comme une identité. Chacun a a la sienne. Et on peut mener une analyse acoustique pour identifier les voix, même si les voix se ressemblent en termes d'accent, etc. Donc, il y aura, à part cela, des aspects qui sont tout à fait particuliers et propres à chacun. Ensuite, il y a les pauses, l'articulation. Combien de crédibilité j'inclus dans ma communication? En fait, par la voix, la personne va se dire: «Bon, je confie, dans ce qu'elle parle ou pas». Mais est-ce que c'est parce que la voix est aiguë ou grave? Non, pas du tout. Mais c'est la manière dont la voix, dont les sons sont articulés, dont le raisonnement est également, mis au point. Mais bien sûr, c'est ça, cette question de la crédibilité. C'est très intéressant. J'ai j'ai travaillé pour un client pendant très longtemps. Il s'agissait de media training pour des politiques, ce qui est un sujet assez polémique. Mais il me disait qu'à chaque fois qu'il faisait des tests, des essais avec des différents groupes, les personnes étaient vraiment attentives à la manière de parler, à la pose, à la voix. Alors, il y avait les groupes qui lisaient la même chose et chacun avec des techniques différentes et les personnes avaient confiance dans le groupe qui produisait des pauses, des intonations, une bonne articulation et ils voyaient des messages même différents. Et alors que c'était le même message, bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça résonne beaucoup avec ce que nous faisons. Car l'interprétation, c'est assez particulier car on participe à
une manifestation, une rencontre où chacun sait ce qu'il fait parce qu'il le fait tous les jours. Et les interprètes sont là comme s'ils faisaient cela tous les jours, comme s'ils comprenaient tout cela. Mais la manière dont nous parlons aide, je pense, à faire à fermer le sens. Car la manière dont nous parlons avec l'énergie, la bonne énergie, la bonne intonation, j'ai l'impression qu'on peut finalement définir ou conclure, non? Fermer le sens. Bien, nous sommes en train d'évoquer la voix professionnelle et bien, je dois dire qu'ici, nous vivons tous de notre voix. C'est donc un instrument très important. Eh bien, que devons-nous faire? Qu'est-ce que les interprètes devraient faire pour pour faire face aux situations plus difficiles, des personnes qui parlent trop vite, des orateurs qui parlent, qui tout d'un coup leur voix devient aiguë. Quels sont les conseils, les trucs pour nous aider avant, pendant et après? C'est simple, n'est-ce pas? Ouais, c'est une question qui vaut de l'or. Eh bien, tu peux commencer, Glaucia. Bon, je dis toujours que la voix, c'est une commodity, c'est un produit de base, dans la mesure où j'utilise ma voix, je la perds et il faut faire quelque chose pour la ramener. Alors, du point de vue professionnel, bien, vous allez toujours utiliser vos voix, les interprètes. Alors, à partir de ce moment, que pouvons-nous faire? Quels sont les bénéfices que nous pouvons apporter à la voix? L'un des comportements les plus erronés pour la voix, c'est lorsqu'on parle de forte intensité, de parler fort. Il ne faut pas parler fort. Il faut toujours rappeler qu'il y a le micro et il faut donc s'entraîner, se former à la modulation de la voix, car de, de- d'autant plus que je module ma voix, je vais la protéger et ainsi, je ne cours pas tellement le risque de rendre ma voix très très aiguë. Alors, une voix plus forte, non, avec peu de modulation, ça fatigue énormément. L'expérience que j'ai avec vous et avec toi surtout, je vois que vous alternez, vous vous relayez. Je sais pas combien de temps, pendant combien de temps vous parlez, mais je pense que ça, c'est déjà un soin très très bon. Je parle 20 minutes et je réponds 20 minutes. C'est impossible, n'est-ce pas? Vous pouvez penser à une enseignante qui donne des cours toute la journée. Comment faire? Elle ne peut pas avoir un relais. Alors, il faut penser à d'autres mesures pour protéger la voix. S'entraîner à parler plus vite. Ça, c'est vraiment de l'entraînement. Alors, est-ce que faut que je m'entraîne pour parler plus rapidement ou sélectionner quelles sont les personnes, les interprètes qui peuvent interpréter cette personne qui parle plus vite et faire en sorte que ce soit le plus naturel possible parce que je n'ai pas, justement, je ne commette pas l'erreur d'arriver à cette intensité très aiguë et très tendue. Mais bon, ça arrive. Parfois, on a une bonne journée, un thème difficile, on est stressé. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Boire plus d'eau, une nébulisation à l'intérieur de la cabine pour hydrater la muqueuse de cette corde vocale parce que quand je parle, j'utilise mes cordes vocales, je la dessèche et en même temps, j'ai quelque chose qui réhabilite cette humidification dans la cabine. C'est un dispositif que l'on peut utiliser pour renforcer la voix, pour ne pas l'user autant, pour l'épargner, boire de l'eau, faire des exercices avant d'entrer dans la cabine. Et pourquoi? Ce n'est pas un exercice intense, quelque chose de tendu pendant très longtemps. Parfois, c'est juste un exercice ou un autre pour mettre cet instrument, le larynx, dans un état de garde, un état d'être préparé pour commencer. Donc, cet instrument est prêt à l'utilisation. Deux ou trois exercices
pour que mon cerveau comprenne. Bon, voilà, maintenant, elle va commencer à parler davantage. Et il faut que je pense que je dois articuler davantage, mieux moduler, faire des pauses quand la personne ne parle pas trop vite, faire des pauses de temps en temps quand c'est possible. Et ce sont les attitudes qui protègent la voix professionnelle. Je ne sais pas si vous voulez porter un complément. Klaus a passé les détails principaux. J'en rappelle quelques autres qui sont aussi importants. Bien sûr, un bon système auditif pour commencer, à savoir, parfois, on- ça passe un peu inaperçu. C'est-à-dire que si l'audition n'est pas bonne, vous allez surcharger, vous allez parler plus fort ou parler de façon désajustée. Klaus a parlé de l'humidification, l'hydratation. Ce sont des éléments qui doivent faire partie de notre quotidien. Et ce serait intéressant d'établir également une métrique, c'est-à-dire lorsque vous commencez votre journée ou avant de commencer l'action, testez votre propre voix. Et avec ceci, créez dans votre audition, créez une banque. C'est-à-dire, quand j'analyse un patient, je lui demande des phrases spécifiques. Lorsqu'il faut que je traite avec un chanteur, tous les jours, avant de commencer le réchauffement de sa voix et ses études, je lui demande de faire des phrases avec des musiques qu'il va chanter tous les jours. Et avec ceci, il arrive à comprendre comment son organe travaille tous les jours. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Utiliser des mots ou des phrases qui sont de votre idiome, de votre langue maternelle, et des phrases qui vont faire partie de votre traduction. Et là, on arrive à comprendre déjà les paramètres initiaux. Et par la suite, comme Klaus a dit, il y a des tactiques de réchauffement de la voix, non seulement pour préparer la voix pour l'émission, mais également pour vous centrer, pour vous concentrer, pour faire une pause. Alors, je vais dire, ce n'est plus Luciano personne, et maintenant c'est Luciano interprète. Et par la suite, quand votre tour sera fini, vous allez justement refroidir votre voix pour que cette voix que vous utilisez, la traduction, à votre ambiance personnelle. Ce sont des mesures importantes. Connaître votre organe à l'intérieur, où que vous soyez, avoir accès à un ORL, à un otorino, à un bon orthophoniste pour comprendre comment va la structure, la production articulaire, si vous articulez bien, si vous pouvez perfectionner, peaufiner. Comme là aussi a dit, c'est une commodity. Et comme un commodity, ça mérite un investissement. Donc, tous les grands orateurs dont nous disposons, disons en anglais, par exemple, les grands fameux, Kennedy et Obama, les deux ont fait un apprentissage. Ils ne sont pas nés comme ça. Donc, il s'agit d'un apprentissage pour bien entendre, pour bien écouter, pour bien parler. Même les pauses étaient très, très bien calculées. Donc, voilà ce qui est important. Le problème, c'est quand nous avons, par exemple, un mauvais conférencier, c'est-à-dire un mauvais communicateur, il parle trop vite, ou il ne prononce pas les mots de façon adéquate, ou il n'articule pas bien, il parle mal, ou il a des vices dans sa propre langue. Et pour vous-même, il s'agit d'une situation très compliquée, parce que parfois, l'improvisation crée le stress dans la communication. Alors, à ce moment-là, le grand tuyau que je vous donne, et c'est possible que les pauses entre les traducteurs soient plus réduites, ce serait peut-être plus facile. Je pense que, par exemple, parlons d'un congrès d'Otorino, et vous traduisez, et on arrive à se rendre compte du bon conférencier et du mauvais conférencier. Alors pour le mauvais, on se prépare déjà un petit peu et avec le temps, on développe cette expertise de comprendre à l'intérieur de ce processus, de la traduction, ce que l'on peut faire ou non pour coopérer, pour collaborer. Je veux juste apporter un petit complément. Je, je mets beaucoup en valeur la voix liée à la santé. Et la voix liée à la santé, ce n'est pas seulement la qualité, si c'est une belle voix ou pas,
belle voix. Il faut savoir combien ça me stresse, combien ça me détache des personnes. Mais alors, si j'ai un bon état de santé, la voix sera bonne aussi. Ça fait partie d'un ensemble. C'est pas un larynx qui marche, qui se mouvmente. Alors, si votre santé est bonne, votre voix aussi va accompagner. Et il y a un facteur qui est important, Luciano, c'est-à-dire le reflux, n'est-ce pas? Le problème du reflux. Le reflux, très souvent, euh, on mange et on a tout de suite après un reflux. On va parler, on a un reflux. Donc, ça aussi, c'est une autre orientation. Est-ce que je vais avoir besoin de parler? Alors, il faut manger léger. Il ne faut pas grignoter tout le temps des choses qui vont me donner un reflux. Alors, c'est pas qu'on peut pas manger salé ou sucré, mais si je vais utiliser ma voix professionnellement, je fais attention pour que ce reflux ne vienne pas au moment justement où j'ai besoin de ma voix. Alors, le lait, c'est mauvais? Oui, pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, non. Alors, il y a des choses qui vous portent préjudice. Cigarettes, alcool. Alors, on peut pas, c'est pas qu'on peut pas boire, mais ne buvez pas le jour où vous allez parler. Le chocolat, ça porte préjudice? Ça dépend, mais ça peut augmenter, le chat dans la gorge, hein, n'est-ce pas? Alors, je peux porter préjudice à mes cordes vocales. Ah bon, ok. Alors, tout faire de façon erronée. J'ai mangé des haricots noirs, feijoada, j'ai parlé fort, je ne me suis pas préparée. Non, mais je mangeais une petite pomme avant, je vais résoudre le problème. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La pomme, elle aide, mais c'est pas un médicament. Elle va pas vous sauver. Ah oui, mais j'ai mangé une pomme, je suis préparée. Non, 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 c'est pas ça. La pomme, quoi est-ce qu'on parle, on dit que la pomme, elle améliore parce que la mastication de la pomme va faire en sorte que l'on puisse détendre les structures. On va avaler plus souvent. Je vais détendre mon larynx. Il y a un effet astringent de réduire la production de ce chat dans la gorge, mais elle ne va pas guérir quoi que ce soit. Elle va faciliter certains moments, mais on a besoin d'autres choses aussi, autres que la pomme, disons. Très bien rappelé, Glaucia. Je suis entièrement d'accord avec Glaucia. Et c'est une situation importante à laquelle je pense. Quand vous voyagez, par exemple, pour travailler à des pays, dans des pays où il y a une nourriture que vous ne maîtrisez pas, alors il faut tenir compte de tout ceci. Peut-être une nourriture un peu plus pimentée, des éléments auxquels vous n'êtes pas habitué. Tout ceci peut créer des surprises. Donc ça, c'est très important. On va faire une traduction pendant plus longtemps. Essayez avant de manger plus léger. Et si vous êtes dans un autre pays, essayez de connaître les aliments que vous allez ingérer. Et le guide aussi. C'est intéressant parce que tout est lié exactement au fait euh, de ce qui a été dit, que chacun a sa voix, chacun a ses caractéristiques, et en même temps, il faut connaître notre propre système, n'est-ce pas? C'est très individuel. Pour les uns, le chocolat est bon, pour les autres, non. Les pommes sont bonnes ou non. Et il faut avoir cette base, c'est-à-dire l'idée de faire ce registre, connaître votre basique et pouvoir agir. Il y a des jours où on se réveille, on dit, oh là là, ça ne va pas aujourd'hui. Et il faut avoir ses propres stratégies et pouvoir compter sur des professionnels pour développer euh, mon kitsch, mon kitsch de réhabilitation, mon kitsch de rattrapage avant de perdre le contrôle. Et parce que nous parlons ici d'utilisation du quotidien, que faire. Parce que parfois, mais parfois les choses ne fonctionnent pas pour une raison ou pour une autre. Plusieurs collègues deviennent aphoniques, n'ont pas de voix le jour d'un travail. Moi, par exemple, ma voix n'est pas un organe de choc. D'autres choses, oui, mais c'est pas ma voix. Mais pour l'interprète, bien entendu, perdre sa voix ou pouvoir rhume, une grippe ou une situation de stress ou quelque chose d'autre, c'est très grave, c'est sérieux. Essayons de parler un petit peu. Si les choses ne marchent pas, si rien ne fonctionne, quelles sont les pathologies qui sont les plus courantes pour un usager professionnel de la voix et que faire? Alors, est-ce qu'il y a un rattrapage? Est-ce qu'il y a une solution
ou faut-il changer de métier? Mais pour l'instant, il y a de la place pour nous. Allons-y. Alors, allons-y. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Alors, en partant de ce présupposé, que vous vous êtes réveillé un jour le matin, on va faire la traduction, vous avez testé votre voix et vous vous rendez compte que ça ne va pas, c'est pas bien. Alors, on a commencé déjà, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, si on arrive à anticiper, bien sûr, ce sera plus facile. Parce que c'est ce que l'on fait le long du temps avec beaucoup de chanteurs, par exemple, avec lesquels je travaille. Nous avons un plan A, nous avons un plan B, ce qui est possible de faire le long du temps en connaissant la profession, et on arrive à développer ces plans A, B, C. Alors, tout ceci fait en sorte que le traducteur lui-même soit un peu plus tranquille. Certains messages qui sont très importants. Aucun traducteur, aucun médecin, aucun orthophoniste va travailler toujours à 100%. Alors, il est important d'avoir à l'esprit que cette auto-exigence ne fait que porter préjudice à certains moments. Alors, il faut développer quelque chose comme ça. Si ma voix, pour que j'exerce mon métier, j'ai besoin de plus de qualité, de clarté, alors je privilégie ces phénomènes avant les autres. Alors parfois, la clarté doit être transmise. Je vais investir sur la clarté. J'étudie la clarté pour améliorer mon articulation. Mais quand elle commence à avoir des failles, il faut que je détecte. Qu'est-ce que c'est? C'est un rhume. C'est une possibilité de reflux. Ah, ma voix a disparu complètement. Alors, bien sûr, c'est très difficile de généraliser les situations, mais il n'y a aucun doute que la situation la plus commune, c'est soit j'ai un gros rhume, soit j'ai un processus allergique, que ce soit parce que je suis entrée dans un hôtel, il y avait de la poussière, la cabine était sale, ou j'ai attrapé une grippe. Et à ce moment-là, il faut identifier quelles sont les possibilités d'aller de l'avant avec la traduction ou non. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé par tout un chacun. Bien sûr, moi, comme médecin et Klaus, et orthophoniste, on arrive à aider un certain temps. Mais très souvent, les traducteurs ne viennent pas nous voir avant. Ah, Luciane, je commence à traduire et ma carrière va très bien. J'aimerais faire une réparation. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais examiner l'organe, je vais le connaître, je vais connaître les restrictions, les limitations. J'envoie à Glaucia. Glaucia fait une bonne évaluation. Elle comprend quels sont les points positifs et négatifs. Ah, ce serait formidable. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, c'est ceci. Voilà. Les traducteurs que je connais, que Glaucia connaît aussi, et quand on arrive à faire un problème pour l'avenir, c'est parce qu'ils ont eu un problème dans le passé. Alors, c'est pas l'amour qui vous fait venir chez nous, c'est la douleur. Alors, c'est difficile de manier cette douleur lors d'une situation aiguë. Alors, ce que l'on recommande, c'est ceci. Lorsque vous testez votre voix, vous sentez que quelque chose ne va pas. Pensez au plan A, au plan B et au plan C. Pensez au plan A. Est-ce que j'arrive à faire la traduction dans ma situation actuelle? Dans l'affirmative, très bien, allez de l'avant. Ou je ne peux pas. Alors, j'ai peut-être un collègue. Je vais partager avec mon collègue. Je ne suis pas bien. Est-ce que tu peux me remplacer pour que je puisse aller voir au médecin ou parler au médecin ou voir le phono? Alors, si je n'ai vraiment pas les conditions, il faut suspendre l'activité. C'est abrupt, c'est difficile, mais parfois c'est nécessaire. Nous avons déjà eu cette situation avec des doubleurs, avec les chanteurs qui n'ont pas eu cette qui ont fait le travail et après la lésion qui en est venue, qui a été à l'origine, a été pire que s'ils avaient fait une préparation ou même suspendu le travail. Bien sûr, c'est une question financière aussi. Parfois, vous êtes le seul traducteur qui doit faire la traduction. Mais je pense que lorsqu'on développe ces plans A, B et C, et avoir également cette perception
Il est très important. Je ne sais pas si vous avez ça par contrat, parce que c'est un monde encore peu connu par moi. Par exemple, comme il s'agit d'une activité humaine, on peut très bien avoir un rhume, on peut avoir une grippe, on peut avoir une allergie. C'est-à-dire, il y a une protection juridique pour vous en ce moment, pour la situation actuelle. Parce que si vous avez un gros rhume, vous me téléphonez, je vais dire, Cécile, ne travaille pas, je vais te donner une attestation. Est-ce que ça existe? C'est un monde où, où on hésite un petit peu à donner notre avis. Chaque pays a sa législation, les contrats, les questions linguistiques, il y a aussi les questions culturelles et sociales. Alors, si je peux répondre en ce qui concerne les protections, je pense que la plupart des interprètes, en Europe, on travaille beaucoup pour les organes internationaux avec des contrats de travail à long terme. Mais la plupart de nous, ici, nous sommes des freelances. Nous faisons des contrats avec le client, il a une clause. Si pour une raison quelconque, je ne suis pas en mesure de travailler ce jour-là, je vais me faire remplacer par quelqu'un qui soit à la hauteur et également qualifié. Et on a un réseau de contacts, de collègues très bien, et tout le monde a déjà aidé quelqu'un, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de perdre la voix, parfois on a un problème de famille, quelque chose d'inattendu. Et je pense que ce serait notre entente avec le client. Voilà, en général, ça marche. On arrive un peu affolé, mais en fin de compte, ça finit par marcher et on va protéger donc la personne qui ne va pas pouvoir travailler. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Luciano et on est encore un peu plus tranquille lorsqu'on nous dit, bon, il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Alors, il y a des métiers où on ne peut pas dire il vaut mieux que vous n'allez pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir vous remplacer. Mais là, ce sont, enfin, bien sûr, des situations un peu plus délicates. Je voudrais vous montrer quelques images. Peut-être que vous ne connaissez pas bien les lésions ou les diagnostics, mais par curiosité. Je pense qu'il est, ce qui est important, c'est qu'en général, lorsqu'il s'agit de professionnels de la voix, ce sont les dysphonies comportementales qui sont les plus fréquentes. Ça veut dire des problèmes de voix qui, en général, ont lieu à cause d'un comportement vocal inadéquat. Parler trop, parler trop haut, trop utiliser la voix pendant que j'interprète et que je traduis. Et en même temps, je chante, j'ai des petits-enfants, etc. C'est une utilisation de la voix qui est non seulement une utilisation professionnelle, mais également dans la vie. Et notre travail, alors notre mission, est de minimiser ça. Où est-ce que je peux retenir la voix ou pas? Un athlète, par exemple, lorsqu'il va commencer à courir, s'il va se mettre à courir, il va finir par se blesser. Alors, pour les personnes qui se utilisent la voix, alors voilà, ils font ça n'importe quoi et alors après, ils ont des lésions et beh, c'est très difficile parce qu'en fait, on n'a pas cette culture, en ce qui concerne ce travail de prévention et il y a l'enjeu financier, bien sûr. Alors, il faut comprendre et lorsque l'on remarque que quelque chose est différent par rapport à ce que c'était, alors, il faut tout de suite rechercher de l'aide professionnelle. Ces dysphonies comportementales, pour ces dysphonies, il s'agit d'une réhabilitation vocale. Très souvent, le médecin ne peut pas intervenir autant parce que il va agir lorsqu'il s'agit d'une crise aiguë. Alors, il y a une grippe, bon, quels sont les remèdes et qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir ce qui se passe et donc c'est un changement de comportement qui peut nous aider à long terme. Je vais partager quelques images. Vous allez me dire si vous avez déjà entendu ça et ce que cela veut dire. Normalement, ce qui apparaît, c'est une fente
comme je l'ai évoqué, lorsque l'on parle, ces plis vocaux doivent se refermer. C'est ainsi, vous voyez, c'est ainsi qu'elles doivent rester. Elles devraient donc se fermer. Mais parfois, elles ne le font pas. Et ceci veut dire qu'il y a beaucoup d'air qui s'échappe, et alors, il faut essayer de retenir cet air ou bien avoir un peu plus de temps de voix. Je vais essayer, je vais faire de la force et ça va rendre le larynx plus tendu et ça peut même agudiser la voix. Mais c'est une voix tout à fait aiguë. Alors, il faut vraiment, tout cela peut découler d'une mauvaise fermeture de cette fente. Il y a plusieurs types de fentes. Vous voyez ici plusieurs choses différentes. Chacun d'entre eux a des particularités. Bon, si je dis, bon, j'ai une fente, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Il faut voir pourquoi, comment, que vais-je faire hein, pour régler la situation. Et parfois, en général, à cause d'un effort, d'un comportement vocal inadéquat, je me fatigue et parfois, c'est un- il s'agit de quelque chose d'important, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de fermeture, mais c'est très musculaire. Et alors, l'ORL va vous dire, bon, tout va bien, mais pour la question du comportement, ça va pas bien du tout, ça va très mal. Alors, il faut changer donc ce comportement avant d'arriver à une lésion. Ici, voici une lésion qui s'appelle nodule vocal. C'est une lésion qui est due à un comportement vocal. Donc, la personne n'est pas née comme ça. Et parfois, il y a des larynx qui sont plus petits. Ceci ne veut pas dire qu'il y ait des hommes avec des larynx féminins, des proportions féminines ou vice-versa. En fait, c'est la taille, les dimensions du larynx qui va nous dire s'il s'agit d'un nodule ou d'un polype. Pour le nodule, il y a la thérapie et on fait les exercices et le nodule est réabsorbé. Le polype, parfois, il est éliminé par la thérapie, mais parfois, il faut faire une chirurgie. Il s'agit d'une femme qui a fait ce polype et on l'a pu l'enlever avec la thérapie. Ça a pris du temps, 4, 5, 6 mois. Celui-ci est plus difficile, il y a du sang dans la lésion. Et celui-là, probablement, il va falloir qu'un médecin puisse faire les soins par les médicaments. Et c'est une lésion également qui se doit à un comportement vocal. Il y a d'autres maladies et parfois on est avec cela. Ici, vous voyez, on dirait un nodule. Vous voyez comme ils se ressemblent. Et là, on voit, en fait, c'est un kyste. C'est- il s'agit d'une lésion. Et la personne parfois est née avec cette lésion et elle ne va pas pouvoir utiliser sa voix, non pas. Mais pour une production où la voix doit être limpide, où il n'y a pas d'air, chanteur d'opéra par exemple, un acteur, un interprète, etc., il peut y avoir un peu d'air dans la voix, sans problème, si ceci est tout à fait sain et adaptable. Alors que faisons-nous? Nous adaptons ce larynx à ce problème-là. Ceci ne va pas évoluer et devenir un cancer. Donc, on peut avoir ce kyste et s'adapter à cela, à savoir que le larynx va être plus sensible, qu'il faut prendre plus de soins. Il y a des chanteurs d'opéra ou de musique dite qui utilisent et qui peuvent continuer à travailler même avec ce kyste, mais qui font une adaptation. Ici, il s'agit d'une lésion d'un fumeur. Vous voyez, lorsque l'on fume, ce qui se passe, il y a un gonflement
la voix devient grave, lourde. Lorsque c'était plus fin, ça devient comme cela. Est-ce que cela s'améliore avec un travail d'orthophonie? Je ne pense pas, parce que ça fait partie de plusieurs années de fumée. Et il y a, vous voyez ici de ce côté-là, le reflux. Eh bien, la muqueuse devrait être tout à fait alignée, mais vous voyez là qu'il y a le reflux. C'est quelque chose d'un peu plus subtil du point de vue visuel, mais ça entraîne un impact très important. Il y a donc différents types de lésions et parfois on va résoudre ça avec une thérapie et parfois on voit un comportement vocal qui se déchaînent. Et parfois, la, lorsque la personne qui est née avec cette lésion, lorsqu'elle commence à employer la voix avec plus d'effort ou plus souvent, alors la lésion se voit. Il faut voir que la subtilité, je vais vous la montrer, parfois une petite différence peut causer un problème. Il s'agit d'une collègue d'interprète qui était enrhumée et qui a dû voyager et elle a vu un médecin dans l'autre pays où elle se trouvait, mais la voix ne s'est pas améliorée, elle a continué à travailler, à parler. Parfois, lorsque l'on va travailler, parfois on parle pendant des heures, n'est-ce pas? Alors, cette personne a beaucoup parlé d'ailleurs. Ensuite, elle est revenue au Brésil et est arrivée avec une voix rauque. Et alors, elle a remarqué que cette voix prenait beaucoup, était, ne revenait pas facilement. Alors, lorsqu'on entend la voix, on entend un peu d'air, une porosité. Et si ceci allait se prolonger, ça allait devenir chronique. Voilà. Eh bien, où est-ce qu'on entend le plus? Lorsque ça arrive vers le 7, 8, vous voyez? Ou à partir du 4? Days, c'est rauque, enroué. Et alors, elle a reçu une thérapie, des médicaments, 10 séances de thérapie et sa voix était très bonne, finalement, pas de séquelles. Et depuis lors, elle n'a jamais eu de problème de voix parce qu'elle a appris à, à faire face à tous ces problèmes et à travailler sa voix. Et elle est de plus en plus attentive et ne va pas se laisser arriver aux conditions difficiles. Donc, si l'on voit avant et après, on voit bien la différence. Bien, je vous montre cet exemple parce que ça peut se passer dans n'importe quelle situation. Dans ce cas-là, il ne s'agissait pas d'un comportement vocal, c'était quelque chose d'aigu, une crise aiguë, c'était une grippe. On peut tous prendre une grippe, avoir une crise de reflux, des problèmes gastriques. Il y a des gens qui prennent une grippe et qui ont un pli vocal ou une corde vocale qui est paralysée. Alors, vous, les interprètes, vous avez plus de possibilités d'avoir cela. Mais en fait, ce n'est pas votre exclusivité de ceux qui travaillent avec la voix, parce que tout le monde court ce risque. Glacia, je pense que le message à la fin de votre intervention est le plus important. Il y a la question des statistiques. Puisque vous utilisez votre voix de façon professionnelle, beaucoup et très souvent, le risque semble être plus fort, mais pour toute la population, c'est pareil. Pour un joueur de football, par exemple, bon,
bien sûr que l'impact sera beaucoup moindre, hein. Il va s'inquiéter de son pied, de sa jambe, etc. Alors, mais la voix, puisque vous l'utilisez tous les jours, elle est encore plus importante. Et c'est pour cela que ce direct aujourd'hui est justement pour vous faire comprendre qu'il y a des éléments que l'on peut contrôler et d'autres que l'on ne peut pas contrôler. Par exemple, Glaucia et moi-même, que faisons-nous lorsqu'il s'agit d'un traducteur qui a des problèmes de voix? Est-ce il est malade, il a une virose, une rhinosinusites, une laryngite, ou bien s'agit-il d'un traducteur-interprète qui a une maladie qui est mal gérée, de l'asthme par exemple? Alors, si le poumon ne fonctionne pas de façon adéquate, ça va impacter les plis vocaux, il y aura moins d'air, ça va forcer davantage la gorge, il va se fatiguer davantage. Ou bien s'agit-il d'un interprète qui a un problème vocal? Alors, là aussi, a parlé des questions, des problèmes fonctionnels. Soit parce qu'il a trop travaillé, parce qu'il n'écoute pas bien, ou bien l'orateur parle trop vite, ou bien parle de façon un peu difficile, difficile à comprendre. Toutes ces perceptions sont importantes afin que nous puissions individualiser les soins et la solution possible pour chacun. Parfait. Bien, nous sommes à côté enfin, nous sommes enfin en train d'arriver à la fin de cette manifestation et il y a encore quelques questions. Je voudrais juste poser cette question-là. Quelqu'un qui a demandé. Euh, l'audiométrie, qui est l'examen, est-ce que c'est l'examen qu'il faut faire tous les ans ou bien il faut passer cet examen une fois et ensuite de temps en temps pour faire la comparaison? Que suggérez-vous? Je pense que l'examen du larynx, il faut que vous le fassiez tous. C'est votre instrument. Si c'est nécessaire, vous le referez. Par exemple, on, on- on passe cet examen et on a une grippe ou quelque chose, une crise aiguë, eh bien, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passait avant. Il y a peut-être une petite fente et on va toujours penser, si on ne sait pas ça, on va toujours penser que c'est parce que la personne est grippée. Alors, je suggère, si c'est possible, bien sûr, de faire cet examen lorsque vous êtes en condition optimale. Ma voix est très bien et et au moment où j'aurai d'autres problèmes ou d'autres soucis, on peut comparer. Mais en fait, c'est pas un examen qu'il faut faire tous les ans ou le faire de façon fréquente. Quant à l'évaluation de la voix, je pense qu'il est important de le faire pour savoir quels sont les points positifs dans ma voix, quels sont les points que je peux améliorer. Comment investir la voix pour améliorer ma voix? Les orateurs, ils mettent au point leur communication. Moi, je peux mettre au point ma voix. Je peux le faire de façon informelle. J'apprends à développer ma voix au quotidien en travaillant. Ou alors, il y a des programmes d'exercices particulier, spécifique pour ce type d'habilité qu'il faut développer. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais si c'est possible, je pense que oui, ça vaut la peine donc d'établir ou de faire une évaluation de base du larynx et de la voix, puisque c'est votre instrument de travail. Oui, oui, tout à fait d'accord avec Laotia. Il faut donc avoir une idée de votre instrument, comment il fonctionne dans les conditions où il n'y a pas de maladie. Ça, c'est l'idéal. Avoir donc une base d'un examen ORL pour les structures et la situation vocale. Quant au développement, je pense que c'est intéressant. Si moi-même, je travaillais avec la voix, je ferais ce développement de la même manière euh, que, en tant que médecin, j'ai dû développer certaines habilités. Et il faut que chacun comprenne bien son problème.
dans sa profession, dans son métier. D'autre part, un regard spécialisé va vous aider à trouver le chemin et à vous développer plus vite et mieux. Très bien. Un dernier point, certaines, plusieurs personnes ont posé la même question. Euh, dans la mesure où le temps passe, la vue s'empire, l'ouïe s'empire, et la voix, est-ce qu'il y a une presbyphonie? Est-ce qu'il y a des solutions? La voix perd ses caractéristiques et on n'arrive plus à avoir cette voix à nouveau et pouvoir tromper le public. Est-ce que c'est possible? Bon, il y a euh, le facteur temps. La voix s- se modifie. Si dans 30 ans, vous allez nous inviter à Glaucia et moi pour mettre à l'honneur la Journée mondiale de la voix, eh bien, la voix doit être, si la voix est entraînée, s'il y a un entraînement de la voix, eh bien, ce vieillissement inéluctable, ça va être un peu mieux quand même, parce que la voix vieillira moins. Et un détail très important, c'est qu'à part le vieillissement naturel, les femmes, pendant la période de la ménopause, ont parfois un déficit de la voix. Et il s'agit de causes hormonales. Et comme on le sait, en tant que ORL et orthophoniste, nous savons qu'on peut aider dans ce processus aussi bien pendant la ménopause, parfois pour les ménopauses qui sont un peu plus précoces, en général entre 45 et 50 ans. Et chez l'homme, il y a l'andropause, mais c'est vers 70 ou 80 ans. Cependant, la voix vieillit chez les deux, les hommes et les femmes. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un déficit dans votre locution, dans votre traduction, aussi bien du point de vue de la vitesse ou des questions articulaires ou de la performance, de la quantité de voix, il faut l'observer aussi. Parce que parfois, on se dit, oh bon, c'est juste le vieillissement, mais ça peut être une maladie qui commence déjà à se montrer dans la locution. Et c'est important. On se rend compte que la voix perd la qualité, perd de son brillant, de son éclat, et je me fatigue. Il faut le regarder, il faut le voir pour comprendre s'il s'agit d'une maladie ou s'il s'agit d'un processus de vieillissement normal. Mais ayant ceci à l'esprit, il faut faire un bon travail phonothérapeutique pour que la voix qui, entre guillemets, vieillit, pour qu'elle revienne pour qu'elle hum, pour qu'elle ait une performance meilleure. Peut-être que je n'aurai plus jamais la voix de mes 20 ans, bien sûr, mais je peux avoir ma voix de mes 30 ans, de mes 40 ans. Voilà. J'ai très peu à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec Luciano. Je veux juste vous raconter quelque chose. Avec, comme les- la vie augmente, on a de plus en plus de personnes plus âgées dans le marché qui travaillent dans toutes les professions. Et aujourd'hui, j'ai une demande de ces personnes-là qui ne sont pas des professionnels de la voix, mais qui ne veulent pas que leur voix soit jugée de façon négative. Alors, elles se rendent compte du déficit dans la voix et parfois, ce n'est même pas dans la voix, c'est dans l'articulation. Parce que bien sûr, tout change, les muscles changent, les muqueuses changent, le temps passe. Mais si on utilise la voie professionnelle, l'utilisation professionnelle protège contre ce vieillissement. Disons qu'elle retarde. Si vous avez des chanteurs qui ont 90 ans, la voix est pleine, la voix est normale. Et la personne qui n'est pas professionnelle de la voix, elle perd le long du temps. Et aujourd'hui, j'ai quelques cadres qui travaillent avec la voix et avec la façon de parler et travaillent parce qu'ils ne veulent pas montrer, bien sûr, il y a l'étarisme. On aimerait bien que ça n'existe pas, mais ça existe. Et si on identifie cette voix comme une voix plus âgée, on va faire des jugements qui sont différents et très souvent qui n'ont pas de sens. Et ces gens-là viennent nous voir pour ça. Et vous, vous êtes des professionnels de la voix. Vous êtes protégés.
de façon à minima, mais il peut y avoir des différences. La voix devient plus imprécise, il y a moins de précision. Et les gens plus âgés ont la lèvre supérieure plus longue, qui parfois couvre même les dents. C'est fou ça, parce que maintenant les gens font des traitements dentaires pour accroître les gens, pour sourire et avoir un aspect jeune. Voilà, donc ça existe. Les femmes sont plus touchées en raison de la ménopause et en raison de la reposition hormonale. Parfois, on fait le chiffre de la beauté, plus jeune, la voix va changer. Oui, alors là, on prend des médicaments, des suppléments et samedi prochain, on aura un événement pour fêter la Journée mondiale de la voix. Et il y aura un médecin français qui étudie beaucoup ce problème de la voix de la femme, du changement pendant les plusieurs phases de la vie concernant les hormones et la voix. Je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse, qui va parler spécifiquement sur la voix de la femme pendant les différentes phases de la vie. Et on va se concentrer davantage sur la ménopause. Parfait, très intéressant. Alors, je pense que je connais les interprètes qui vont faire la traduction de cet événement. Je sais que tu seras. Il me semble, l'étharisme est une réalité, l'agisme, et ça nous touche. Peut-être les deux extrémités, parce que les jeunes aussi sont trop jeunes pour certaines choses. Alors, tout le monde discrimine tout le monde. C'est incroyable, c'est dingue, c'est fou. Le monde est relativement fou. Il vaut mieux ne pas en parler pour l'instant. Et je pense que c'était très intéressant. Nous sommes parvenus à parler des points qu'on avait justement, auxquels nous avions pensé pour ce qui concerne l'anatomie, la compréhension de certains éléments. Moi, j'en tire certains points principaux. Tout d'abord, les professionnels de la voix, qu'utilisons notre voix, il faut que nous connaissions notre propre voix, créer un modèle de référence. Bien sûr, en utilisant les services professionnels, on sera en mesure de connaître davantage et avoir recours dans des situations d'émergence. Bien sûr, c'est très important. Et moi, j'ai pensé aussi, peut-être qu'on pourrait aussi faire un workshop d'exercice de voix, un certain entraînement de la voix, parce que plusieurs personnes nous ont posé des questions à ce sujet sur comment chauffer la voix, comment faire des exercices, c'est-à-dire des choses très spécifiques, la voix soufflée, chuchotée, comment faire la composition. Ce serait intéressant d'y penser. Peut-être qu'on pourrait faire un workshop, un atelier pratique tout le monde aurait accès pour apprendre des choses qui ne sont pas des pathologies, pour les voies communes, pour notre quotidien. Je pense que c'est une suggestion d'acheminement peut-être. Pour ce qui me concerne, je pense que c'était quelque chose de très, très intéressant. J'ai dit que j'allais contrôler le temps, mais j'aimerais aussi que vous fassiez un commentaire final ou que vous nous transmettiez un message final. Et après, je vais passer à la liste pour faire la clôture de cette manifestation. Bon, merci. Glaucia, je te passe la parole. J'ai adoré vous parler. Je trouve que cette idée est merveilleuse, ces exercices. Parce que vraiment, 1 heure et demie, ce n'est pas assez pour parler de tout. Et seulement un commentaire concernant la voix soufflée qui peut vraiment causer beaucoup de problèmes. Alors, et parler doucement, parler bas, parler doucement. C'est mieux que de chuchoter. Le dommage de la voix soufflée est bien plus important. Alors, parler de façon douce, intense, aide beaucoup. Ça ne va pas porter préjudice à votre voix. Alors, comme message, l'on considère la voix comme une façon de se placer dans le monde. Alors, de quelle manière voulez-vous que les personnes vous identifient, vous connaissent? Est-ce que la voix est compatible avec l'image que vous voulez transmettre aux autres? Juste un petit point de réflexion. Un grand merci pour cette invitation. J'étais très heureuse d'être là avec vous. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité parce que nous savons que
ça a été ouvert à plusieurs personnes dans le monde entier, surtout parce qu'il y a la traduction en espagnol, en français, en anglais. Mais j'aimerais dire aussi que moi, en tant que médecin, moi, là, je parle le langage des médecins et Clausia parle l'orthophonais. Alors, on plaisante et on dit que nos mondes soient, sont très différents des vôtres. Et lorsque nous avons un événement comme celui-ci, où le médecin peut exposer sa pensée pour un groupe spécifique de traducteurs, qui est une profession digne, qui fait un excellent travail, et que nous connaissons peu, nous ne connaissons pas les détails. Moi, j'ai étudié un petit peu, là aussi. Il faut savoir comment vous traitez tout cela dans votre quotidien, au jour le jour. Peut-être on fera cet atelier, n'est-ce pas? Et à partir du moment où nous aurons déjà une connaissance, savoir comment vous travaillez, et essayer de monter quelque chose, d'assembler quelque chose qui soit vraiment très utile. Et un grand merci à tous de votre disponibilité. Parfait. Merci. Je remercie aussi pour cette invitation. J'étais très heureuse d'être là. J'espère avoir conduit de manière intéressante pour tous et que le but soit atteint. Je vous passe la parole. Un grand merci, Andrea. Merci, Glaucia, docteur Ciano. C'était vraiment, je suis charmée, je suis très impressionnée par la taille de mon ignorance à propos de ma propre voix. Et je ne suis pas seule, certainement pas. Malheureusement, notre temps vient à sa fin et beaucoup de questions qui ont été posées n'ont pas eu de réponse, mais nous allons donner la priorité parce que nous avons des collègues interprètes qui sont volontaires et à propos, j'aimerais les appeler et leur demander très gentiment d'ouvrir les caméras pour que l'on puisse connaître le visage derrière les voix. Alors, Clary, Califlet, de français avec Eleonora Barros. Merci, j'ai déjà entendu beaucoup d'éloges pour Melissa Mann également, Christopher Patterson de l'anglais, et qui ont fait des appels, et Stella et Lara Mona de Diva de l'espagnol. Un grand merci à vous, tant pour l'énergie, pour votre voix, vos voix merveilleuses. Alors, on va clore ici en remerciant la présence de tous. Et alors, OK, la caméra, on va faire une photo de tous. On va saisir ce moment parce qu'on n'a pas encore dépassé l'horaire. Alors, on a des photographes de service là? Faire les print screens, s'il vous plaît. Un grand merci. Ah, je vois déjà beaucoup de petits visages souriants. Nous avons 56 participants. On en avait 60 et on a maintenu 53 jusqu'à présent. Donc, c'est un sujet qui captive à tous et qui mérite notre attention. Je pense, André, que cette suggestion on va caler une date et ça va avoir beaucoup de succès. J'étais impressionnée parce que je ne savais pas ce que c'était que le boss du larynx et j'ai beaucoup aimé les prêts. Et je suis dentiste et je sors de ma profession. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des anciens dentistes. Je parle du thème magnétique, la mastication. Et j'ai beaucoup aimé cette idée du prêt, le phoniatre et le professionnel, l'octet parlé, presbyphonie, André. J'ai aimé, adoré, j'ignorais tout ça. C'était euh, un honneur immense. C'est le premier de beaucoup. Et j'aimerais que les autres participants qui sont là, et pour nos collègues du bureau, si vous avez quelque chose à transmettre, que j'ai oublié, peut-être, c'est le moment. Allez-y. Je pense que tu as tout couvert, Larissa. Je pense que Cécile a essayé de parler. Ah, ok.
Excusez-moi. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais remercier nos, nos orateurs qui ont fait des étincelles, notre modératrice qui ont fait en sorte que tout se passe bien, nos collègues interprètes et tous ceux qui ont été ici avec nous. Un énorme merci. Mais avant de clore, un petite chose. Docteur Glaucia, Luciano, laissez-nous vos contacts sur le chat si vous voulez ouvrir et nous parler personnellement. Voilà. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Je peux mettre ici sur le chat, bien sûr, mes contacts. Et si vous voulez, je peux mettre le dépliant ici sur le chat aussi, parce que si ça vous intéresse, oui, avec plaisir. Et j'aimerais bien féliciter André qui a conduit toutes les choses ici de façon si facile pour nous tous. Un grand merci aussi à vous. Je pense que c'était quelque chose de naturel. Oh, il y avait vraiment une bonne syntonie, bonne harmonie. Merci beaucoup. Luciano, laissez votre contact également avec nous. Oui, très certainement. Je vous remercie. Et un mot que j'aimerais entendre. Comment serait la traduction dans d'autres langues du mot saudade? Peut-être en français, la nostalgie. Ça va nous laisser avec beaucoup de saudade, avec l'envie de reprendre. Voilà. Oh, oui, voilà. On va justement pouvoir satisfaire cette curiosité et cette envie de beaucoup de collègues de connaître davantage de ce sujet. Voilà. Claudia. On va attendre que vous ayez mettre votre contact. C'est enregistré. Entendu. La voix de la femme, le 25 avril. Sensationnel. Alors voilà. Bonsoir, bonne soirée à tous. Euh, bon week-end. Alors, profitez bien du congé pour la semaine prochaine et soignez votre voix parce que c'est très bon pour tous. Un grand merci et bonne soirée.